I've arrived in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je sors de ma grotte depuis, j'y suis d'ailleurs pas enfermé, en tout cas j'y suis depuis quelques mois maintenant, et là je ressors pour une petite émission qui a son importance. On va parler d'un cinéaste important dans ma cinéphilie, si vous connaissez un peu cette chaîne, c'est Éric Rohmer. Pourquoi on parlait de ce cinéaste, et je disais avec mon invité, parce que voilà, c'est bien d'en parler, il faut toujours en parler d'Éric Rohmer, c'est important. Et puis parce que surtout, je suis très en retard, mais alors vraiment très en retard, c'est qu'il y a plus d'un an maintenant, en février 2024, est sorti chez nos amis Capricci un livre qui s'intitule tout simplement, et comme c'est très simple, eh bien ça en devient très complexe finalement, Au travail avec Éric Rohmer. Et comme ce titre, entretien avec ses collaborateurs. Je dirais même plus conversation. Peut-être on va revenir un peu sur le mot. Moi, j'ai plus trouvé que c'était des conversations, mais bon, on verra ça après. Et la personne qui a eu l'idée de tout cela et qui a géré ces entretiens, voire ces conversations, c'est Victorien Daou. Et il est là. D'ailleurs, je suis très content et je le remercie avant tout pour son extrême patience. Je lui ai dit hors caméra, mais là, je leur dis parce que là, pour le coup, il faut en avoir de la patience. Je suis très content en tout cas qu'il soit là, qu'il ait accepté cette conversation. Et tout simplement, première question, comme je pose toujours à mes invités, comment allez-vous? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais bien, je suis ravi de reparler d'Éric Rohmer. Effectivement, ça fait un an que le livre est sorti, mais on est content que ça suscite votre intérêt. C'est quoi exactement alors, je rappelle quand même, comme d'habitude, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre sur le site Capricci, que je remercie d'ailleurs pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et je referme cette parenthèse. Parler de Rohmer en 2025, alors qu'il est mort, je crois, il y a plus de 15 ans, si je ne me trompe pas, est-ce que ça dit encore quelque chose, question très provocatrice de ma part, est-ce que ça dit encore quelque chose de l'état actuel de ce cinéma-là, le cinéma dans toute sa continuité finalement? Oui, il est décédé en 2010 et je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'Éric Rohmer. J'ai découvert beaucoup de choses en faisant le livre. Quand j'ai commencé à faire ces entretiens, je ne savais pas forcément où j'allais, mais je me posais beaucoup de questions sur le cinéma d'Éric Rohmer, sur sa mise en scène, sur sa façon de travailler et je crois qu'elle inspire beaucoup aujourd'hui encore, des cinéastes, des apprentis cinéastes comme des grands cinéastes qui ont déjà une carrière, derrière eux. C'est quelqu'un qui est un exemple d'indépendance, qui a conçu un système de production et de mise en scène qui est assez exemplaire, qui lui a garanti pendant toute sa carrière une indépendance et je crois que ça c'est un enseignement qui sera toujours d'actualité, par exemple. Dans l'introduction qui ouvre le livre, le recueil d'entretien, vous écrivez à un moment cette phrase qui est simple et aussi très belle pour le coup. Les grands cinéastes sont des inventeurs de monde. Et en fait, ça renvoie à cette famille, entre parenthèses, qui s'est constituée, construite et étalée sur plus de, on va dire, 40, 50 ans, quelque chose comme ça. J'aime bien cette phrase, sont des inventeurs de monde, mais que cette phrase, elle soit intégrée par le prisme de derrière les coulisses, on va dire ça comme ça. Généralement, ce genre de phrase, ça dit quelque chose de la mise en scène. Non, non, là, c'est autre chose, c'est derrière les coulisses et qui disent aussi quelque chose de la mise en scène, pour le coup. Donc, voilà, on pourrait même dire que si on devait, ça pourrait être une espèce de devise quand même de ce bouquin. Éric Rohmer a inventé un monde, mais pas comme vous le pensez. Oui, d'ailleurs, son nom donne lieu à ce nom commun romérien qui serait presque une identité à part entière, et ce qui est assez rare finalement. Souvent, bon, les noms de cinéastes peuvent devenir des adjectifs, mais j'ai l'impression qu'avec romérien, c'est tout de suite une identité très forte qui est invoquée. Ce qui m'a toujours, marqué moi dans ces films, c'est d'entrer dans un univers complètement unique et je me demandais comment
cette unité-là avait été possible. Comment est-ce qu'il avait conçu ces contours-là? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient récurrentes dans sa façon de travailler, qui font qu'on reconnaît entre mille un plan d'Éric Rohmer? Donc il y a ce côté-là par rapport à la mise en scène, mais effectivement, par rapport à tout l'atelier qu'il y a autour de lui. Parce que c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre d'entretien, en fait. C'était pour donner la parole à tous ceux qui ont travaillé avec lui, qui sont tous les membres de sa famille, quelque part. Les acteurs me disaient entre eux, d'ailleurs, sans se connaître, on a l'impression de faire partie de la même famille. Et ça m'intéressait beaucoup d'aller questionner cette identité-là. Pourquoi est-ce que, plus que chez aucun autre cinéaste, les acteurs ont l'impression de faire partie d'une famille? Alors il y a plein de réponses à apporter, qui est déjà liée à la façon dont il travaillait sur les tournages, en toute petite équipe, où il y avait déjà une impression très, très, très collégiale, très familiale de créer un film tous ensemble. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez unique, en fait, dans le cinéma, surtout dans le cinéma qui a professionnel, je dirais. Donc, il y a cet effet-là on crée tous un film ensemble, il y a très peu de techniciens. Je crois que ça lie beaucoup les gens. Mais c'est marrant parce que quand vous parlez on va ensuite s'intéresser, bien évidemment, même si on a commencé déjà, à l'intériorité du livre. Après, bien évidemment, on ne pourra pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre, mais j'ai quand même 2-3 petites choses, des aspects qui disent aussi quelque chose de votre rapport au cinéma de Rohmer. Mais quand vous évoquez cette notion de famille, bon, bah, Rohmer, on ne peut pas ne pas penser, bien évidemment, il vous le dit dès le départ, à la nouvelle vague, c'est évident. Mais prenons un cinéaste comme François Truffaut, bon, la famille du cinéma, la famille en tant que, on va dire, qui aide à construire un film. Cette famille-là, on la sait, on la connaît, elle est très familière. Il en a même fait un film, c'est La Nuit américaine. Bon, Godard, lui, il a envie d'être aimé par la famille, mais c'est un peu particulier. Si je devais résumer grossièrement les choses, Rivette, c'est aussi un peu particulier, mais c'est beaucoup plus différent de Godard. Mais, et pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, on a du mal à, c'est pas qu'on a du mal à croire, mais on a du mal à associer ça, ce terme famille, et encore, je ne parle pas du cinéma dans le sens mise en scène, mais vraiment de ce qu'il y a derrière les coulisses à Rohmer. Et quand on regarde, quand on lit le livre, quand on prend le temps de lire le livre, on va expliquer ensuite comment il a été segmenté, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une évidence totale chez Rohmer. C'est le chaînon manquant pour faire un film, finalement. D'abord, c'est le seul cinéaste de la nouvelle vague qui a fait des films sous un pseudonyme, pour séparer très nettement sa vie privée de sa vie de cinéaste. Donc ça veut dire déjà il y a deux familles. Il y a sa vie privée, dont on sait assez peu de choses, et qui n'entrait pas du tout en contact avec le cinéma. D'ailleurs, ce qui est rappelé dans la biographie d'Éric Rohmer par Antoine Debec et Noël Herbe, c'est que à l'enterrement d'Éric Rohmer, pour la première fois, ces deux familles se rencontrent, c'est-à-dire sa famille biologique et sa famille de cinéma qui se connaissaient pas du tout. Donc ça, c'est très particulier déjà d'avoir conçu cette identité de cinéaste presque indépendamment de son identité civile, alors pourtant il fait un cinéma extrêmement personnel. Ça, c'est assez une de ces ambiguïtés, une de ces contradictions sûrement, et qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire un cinéma extrêmement intime en se cachant malgré tout. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que lorsque vous interviewez André Dussolier, page 66, c'est pour reprendre ce que vous êtes en train de dire, enfin, pour prolonger, il dit, c'est vers la fin de l'entretien, il dit: «Un soir, je l'ai raccompagné», donc j'ai raccompagné Maurice Scherer, donc alias Éric Rohmer. «Un soir, je l'ai raccompagné en voiture après une journée de tournage et il m'a demandé de m'arrêter à 300 mètres de chez lui pour que je ne sache pas précisément où il vivait. J'ai été profondément marqué par sa façon d'être. Il était à la fois attachant, intriguant et présent.» Oui, il fallait pas du tout que ces acteurs sachent où il habitait.
Et puis ça marche inversement aussi, hein. Ces enfants sont jamais allés, ou à une exception près, sur ces plateaux de cinéma. Pendant le tournage du Genou de Claire, je crois ils avaient loué une maison pas très loin, mais ils allaient pas du tout sur le plateau. C'est assez mystérieux pour ces acteurs. C'est vrai que c'est aussi Judith Chancel, qui a joué dans Les Rendez-vous de Paris, qui se disait avec l'autre actrice des Rendez-vous de Paris, Clara Bellard, mais où est-ce qu'il habite? Est-ce qu'il a des enfants? On sait pas. Donc il y a tout un mystère autour de lui. Et il en parlait très peu. Il en parlait très peu. Comment vous avez découvert le cinéma d'Éric Rohmer? Je l'ai découvert à la télévision. Je l'ai découvert par Les Nuits de la pleine lune et Contes d'été, qui avaient été diffusés sur Arte. Je devais être au lycée, donc j'avais sûrement 17 ans, quelque chose comme ça. J'ai découvert ces 2 films qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont beaucoup intéressé, que j'ai revu plusieurs fois, et je me suis rendu compte en faisant le livre que j'avais l'âge des personnages, en fait. Ce qui n'était pas du tout conscient quand j'ai commencé, puisque donc là j'ai 26 ans, j'ai fait le livre, c'est vraiment l'âge en fait de Melville Poupeau ou de Pascal Augier dans le livre. Donc je pense qu'il y a une connexion très intime à ces personnages. Et ensuite j'ai dévoré le coffret intégral Éric Rohmer, qui a été édité il y a quelques années. Et donc là j'ai Potemkin, je crois oui, qu'il était chez Potemkin, ouais. C'est ça. Et donc là, j'en ai vu énormément, et j'ai commencé à faire ces entretiens sans avoir encore tout vu. J'ai découvert des films à mesure aussi que je concevais le livre. Il y avait quelques-uns, comme La femme de l'aviateur, par exemple, que j'avais pas vu, et que j'ai découvert en faisant le livre. Alors, vous avez commencé un peu à en parler dès le début de l'émission, mais il est vrai que c'est assez exceptionnel depuis quelques années de voir des recueils d'entretiens, que des maisons d'édition qui ont tendance à questionner le cinéma par le prisme de la littérature prennent le temps d'éditer, de publier pardon, des recueils d'entretiens. C'est assez exceptionnel. Et, bon, chez Capricci, c'est pas la première fois qu'ils le font, certes, mais je ne peux pas ne pas poser cette question. Vous l'avez un petit peu effleuré, mais on va quand même un peu développer ça. Et ensuite, on passe au livre. Il est vrai que beaucoup plus souvent, on a tendance à lire des analyses ou des choses de ce genre, des essais même autour de la filmographie d'un auteur ou d'une autrice. Et là, pour le coup, c'est différent. Donc, il y a une source la source, c'était la création, comment ça crée. Mais est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à aller très vite dans l'intériorité de son œuvre, donc d'analyser, ou ça a été pour vous une évidence, le fait de faire de l'entretien, comme on peut faire de la critique de cinéma en faisant des entretiens aussi? Ça a été tout de suite pour moi la parole. Je suis très attaché à la mémoire et à l'idée de recueillir la mémoire des gens qui font le cinéma, tant qu'il est encore temps de recevoir ces témoignages. Donc ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, l'idée de faire des entretiens, de recueillir les paroles. Donc ça a été tout de suite ce prisme-là. Il faut dire que sur Éric Rohmer, il y a eu aussi beaucoup d'analyses, beaucoup de livres en fait déjà sur Éric Rohmer. Il y a eu plein de thèses, de mémoires qui sont publiées sur Éric Rohmer. Donc c'était tout de suite la parole des collaborateurs, qui était en fait un manque aussi pour moi, parce que j'ai fait le livre que je voulais lire sur Rohmer. Je voulais absolument le comprendre de l'intérieur, et la seule façon de le faire, c'était pour moi d'aller à la rencontre de toutes ces personnes. Et finalement, vous avez compris quoi? Avec tout le temps maintenant, au bout d'un an, le livre a été publié, vous avez fait les entretiens entre 2021 et 2023, si je ne me trompe pas, et le livre a été publié il y a plus d'un an maintenant. Avec le recul, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous avez apprises, que vous comprenez, mais qui vous ont aidé à mieux comprendre cette œuvre? Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, puisque comme je vous le disais, je connaissais pas encore tous les films d'Éric Rohmer quand j'ai commencé. Donc c'était aussi un apprentissage pour moi
de voir certains films ou de revoir certains films en sachant que j'allais ensuite rencontrer ses collaborateurs. J'ai appris énormément de choses sur son. Déjà, j'ai été surpris par plein de témoignages, notamment de la. Comment dire? C'était quelqu'un d'extrêmement surprenant, Éric Rohmer. C'était quelqu'un qui surprenait constamment ses collaborateurs, qui était tout le temps très, très vivant sur ses plateaux, parfois très maladroit, parfois ne savait pas forcément où il allait, il pouvait s'en mêler les pinceaux. J'avais pas du tout cette image-là. On peut avoir une image un petit peu austère d'Éric Rohmer et j'ai découvert quelqu'un de très surprenant. Par exemple, sur ces plateaux, ça c'est un de ses chefs opérateurs, Luc Pagès, qui en parle. Donc on sait qu'il écrit très précisément ses scénarios, qu'il faut respecter au mot près ses dialogues et en même temps il s'adapte beaucoup aux situations. Par exemple sur Contes de printemps quand il devait y avoir cette scène en extérieur, qui se dégageait sur une vue de la forêt, le personnage de Florence Darel devait commenter la vue. Sauf que ce jour-là, il y a eu du brouillard et donc il a complètement retravaillé son dialogue à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui était capable de s'adapter à la situation, de rebondir sur un changement de météo, par exemple. Donc on a l'impression que tout est prévu d'avance, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la vie en même temps. Et donc ça, c'est assez passionnant de découvrir qu'on peut faire un cinéma extrêmement maîtrisé tout en jouant complètement avec les changements du temps, avec aussi les indécisions, les petits problèmes dans une prise qui va garder, par exemple sur Pauline à la plage. C'est Pascal Grégory qui raconte cette anecdote où Ariel Dombal croit se tromper dans une réplique, elle fait le signe de couper. Et en fait, il garde le moment où elle fait le signe coupé, donc on le voit dans la scène de Pauline à la plage. Donc tout ça, voilà, tout ça fait partie des mille choses que j'ai découvertes. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Comment vous avez vous ouvrez le livre en disant que c'est une enquête, hein, et ensuite quand on regarde la structure du livre, elle est très simple elle aussi, hein, c'est-à-dire il y a d'un côté, d'ailleurs je vais le dire très vite, vous le nommez, la première partie c'est le jeu, donc bien évidemment c'est les conversations avec les comédiennes et les comédiennes et les comédiens. Ensuite il y a la photographie, décors et costumes, le montage, on va y revenir à ça, le montage, la musique et le son, et ensuite tout ce qui concerne la production, la distribution et au-delà, vous dites. Et ça m'intéresserait de savoir, parce que quand on fait un recueil d'entretien, parfois, c'est pas évident de structurer, de savoir où est-ce qu'on va placer telle personne, comment on va articuler tout ça. Oui, comment vous avez pensé cette articulation? D'abord, comment je m'y suis pris, c'est j'ai fait une liste des personnes que je pensais contacter. Et d'abord, j'ai été tributaire des réponses, donc ça s'est fait de façon assez empirique. Il y a évidemment beaucoup de comédiens que j'ai contactés, donc comme c'était le prisme le plus évident, je commence par les acteurs. Ce sont aussi les personnes les plus interviewées. Il y a beaucoup plus d'acteurs que de chefs opérateurs, donc c'était assez logique pour moi de commencer par eux. Et au sein de chaque chapitre, j'avance chronologiquement, donc ça c'était important pour moi, même s'il y a des acteurs qui ont travaillé pendant un peu toute leur vie avec lui, je voulais avancer chronologiquement à l'intérieur. Et donc ça me permettait avec les acteurs de commencer, alors pas par Le Cygne du Lion malheureusement, son premier film, mais par La Collectionneuse avec Patrick Beauchot. Donc voilà, je voulais vraiment commencer par le plus tôt possible dans la carrière de Rohmer. Ensuite, j'ai lié par exemple le chapitre montage avec le chapitre sur la musique et le son parce que sa monteuse Marie Stephen a fait de la musique pour ses films. Donc c'était assez logique cette suite-là entre l'entretien avec Marie Stephen à la fin du chapitre sur le montage, puis après on bascule sur la musique, puisqu'elle a composé avec lui sous pseudonyme Sébastien Herms la musique de plusieurs de ses films. Et de terminer par la production et au-delà, parce que
parce que Françoise Etchegaray, qui a été sa productrice, a eu une place qui pour moi dépasse aussi la production. Donc il fallait pour moi ouvrir sur un au-delà de la production. Ouais, ça, c'était important pour moi de terminer là-dessus, parce que plus que des collaborateurs, c'est vraiment il y a un esprit très collectif dans la création, et je tenais beaucoup à cette idée-là de l'au-delà de la production. Quand on lit toutes ces conversations, même par ordre chronologique, ça donne aussi un aperçu d'une certaine période de son cinéma, voire même aussi une période de l'histoire, entre parenthèses, de la France, en commençant à la fin des années 50 jusqu'aux années 2000. Et c'est très troublant parce que même si on les écoute, donc certaines et certains, on les connaît, donc on a leur visage. Et, et si on est un peu romérien, c'est-à-dire si on est quelqu'un ou quelqu'une qui est sensible au cinéma d'Éric Rohmer, on a ces visages, je parle surtout des comédiens et des comédiennes, on a ces visages au moment où ils font les films, comme Lucchini avec Perceval le Gallois ou Dussolier. Donc ça donne aussi, ça renvoie aussi à une certaine France, une certaine période de la France, voire même une cinéphilie, une histoire du... Enfin voilà, c'est aussi, il y a un côté sismographe sans le dire. Je trouve ça très beau. Bah, c'est gentil, ça me parle. Et puis, je voulais aussi retrouver ces visages qu'on avait assez peu vus en dehors des films d'Éric Rohmer. Il y a beaucoup d'actrices principalement dont le visage est romérien, en fait, qui n'ont pas forcément refait beaucoup de films après. Et j'avais très envie de les retrouver, ces visages-là. Et de comprendre aussi pourquoi, d'ailleurs, on les associe à Éric Rohmer et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été filmées par beaucoup d'autres cinéastes. Donc, on rend visite à un passé, on rend visite presque à des amis aussi, puisqu'ils nous sont familiers par le cinéma. Et moi, ça a été passionnant d'aller tous les rencontrer, et d'avoir aussi tout leur enthousiasme à toutes ces personnes, parce que en fait, j'ai eu aucun refus à aucune de mes sollicitations. Donc, ça, c'était assez merveilleux de recevoir de rencontrer ces 50 romériens qui étaient tous très, très heureux de se souvenir de leur travail avec lui, de se souvenir presque de vacances. Parfois, ils parlent des tournages comme s'ils se souvenaient de grandes vacances ou de colonies de vacances. Et ça, c'était assez merveilleux à écouter. Oui, je ne vous avais pas posé la question parce que peut-être je peux trouver qu'elle est anodine, mais en même temps, elle est importante, je pense, avec le recul. C'est que oui, vous avez eu finalement pratiquement pas de difficultés, à part celles et ceux qui ne sont plus là, qui sont décédés, mais pour avoir les gens auxquels vous pensiez dès le départ. Et puis parfois, c'était même eux-mêmes qui me donnaient d'autres contacts en me disant: «Vous devriez aller parler à un tel, vous devriez aller voir une telle», et me donner les numéros, les mails, et ça et voilà, je suivais ce parcours aussi grâce à eux. Comme une enquête. Oui, c'est pour ça que je parlais d'enquête, ouais. Mais le rapport à l'image est vraiment très important dans le livre quand vraiment, vraiment on prend le temps et de vous écouter, mais aussi de vous écouter par le prisme des réponses, des dialogues. C'est que à un moment, c'est toujours tout au début du livre, vous écrivez: Éric Rohmer a pu être associé à des images figées qui sont l'inverse de celles qu'il a filmées. Si on sort de son cinéma et qu'on s'intéresse un peu aux différentes manières, méthodologies de travail avec Rohmer, c'est surtout ça, hein, le livre. Hein. Ça parle de ça. Je vais vous donner un exemple. Prenons Jackie Reynal, et Cécile de Cugy, les deux monteuses d'Éric Rohmer. Éric Rohmer, on le sait, c'était l'un des... si on connaît un peu les articles de Rohmer sans les développer, on va dire qu'il était plutôt à droite de l'échiquier politique, voire même un petit peu plus qu'à droite, peu importe. Mais quand on sait avec qui il a travaillé, comme les deux monteuses en question, qui sont des personnes très importantes et qui étaient plutôt à gauche, voire même un peu à l'extrême gauche, et qui avaient un rapport avec l'Algérie, enfin plein de choses. Je trouve ça, ça entre en jeu avec Éric Rohmer. On l'associe à des images qui sont figées, parfois à juste titre, certes, mais c'est intéressant aussi finalement de contredire ou alors de contextualiser ou d'apporter une deuxième image à la Godard, quoi. Et c'est intéressant aussi de lire ça et de voir, voilà, de recontextualiser tout ça.
Oui, c'est en ça qu'il est surprenant, comme on disait tout à l'heure. Oui. Ça fait partie, c'est vrai, des surprises de la personnalité d'Éric Rohmer, ouais, complètement. Parce que Cécile de Cuvise, qui avait fait de la prison pour avoir hébergé des membres du FLN, hein, je crois que c'était ça C'est l'histoire, exactement ça, du FLN, c'est ça, si je me exactement. trompe pas. Donc oui, on associe mal Éric Rohmer et finalement oui. C'est quelqu'un qui était très curieux des autres, qui était très demandeur des histoires des autres, qui écoutait beaucoup. Ça, je pense que c'est très important et on le voit quand aussi ces acteurs parlent des préparations. Où il se nourrit énormément des expériences des autres. Ça l'inspire. Il reste très jeune tout le temps. Il reste très curieux des époques qu'il traverse par rapport au son aussi. Dans les années 80, il utilise des sons électroniques pour ses génériques. C'est quelqu'un qui est toujours très à l'écoute. Ouais. Mmh. Mais d'ailleurs, dans Les Nuits de la pleine lune, il y a même toute une séquence avec Elie et Jacquenot. Enfin voilà, ça dit aussi. Oui, c'était le dernier album d'Élie Jacquenot, c'est Les Nuits de la pleine lune. Alors c'est par Pascal Augier, c'est Pascal Augier Mmh. qui lui a apporté cette idée-là, et aussi plein d'éléments de décoration très années 80. Et il aimait bien Éric Rohmer. Et il était très heureux de découvrir ça. Et puis ça donne des scènes assez particulières, à la fois complètement ancrées dans leur époque. Je pense aux scènes de boîte de nuit, des nuits de la pleine lune, qui sont à la fois très romériennes et très ancrées dans l'époque. Ça crée un décalage malgré tout, parce que c'est par les yeux d'Éric Rohmer, qui n'était pas quelqu'un qui allait beaucoup en boîte de nuit, donc il recrée quelque chose qu'il connaît pas forcément, et en même temps, on a l'impression que c'est l'essence d'une soirée dans les années 80. Ça c'est Mmh. assez magique, ce mélange-là. Page 42, lorsque vous discutez avec Fabrice Lucchini, à un moment, il dit ça. Vous lui posez la question, vous lui demandez qu'est-ce que vous avez appris auprès d'Éric Rohmer. Bon, il vous dit non, je n'apprends que dans un seul endroit auquel j'ai décidé de consacrer ma vie, c'est le théâtre, certes. Ensuite, il dit quelque chose qui peut-être, je dis bien peut-être, pourrait définir aussi le rapport de d'autres comédiennes et comédiens avec le rapport au jeu et ce que Rohmer aurait pu leur apprendre ou pas. Lucchini dit: «Éric Rohmer ne m'a rien appris. À la manière d'un professeur, il m'a donné un matériau à jouer, très écrit. Le but était de déjouer l'écrit pour que le dialogue passe et qu'il ne semble pas ânonné et récité. Il m'a donné la possibilité de commencer mon projet de comédien, qui est d'essayer de ne pas jouer les mots». Et après il dit voilà, lui non plus n'était pas là pour apprendre, il était là pour aimer d'abord, il aimait cette ambiance familiale qu'on avait créée autour de lui et donc il cite Dombasle, Pascal Grégory, Rosette, Marie Rivière et cetera et cetera. Mais c'est ce rapport de ne rien apprendre en tant que professeur et de donner un matériau à jouer qu'il va falloir déjouer. Donc il faudra jouer l'écrit. Est-ce que ça peut être un des aspects d'une certaine définition du rapport entre Rohmer, le professeur, même si Lucchini dit que non, il n'y est pas, mais vous l'avez dit dès le début, au cahier, il avait 10 ans de plus que les jeunes Turcs. Enfin, il y avait un côté très professoral, même Godard en parlait en disant que c'était quelqu'un qui, voilà, il avait déjà écrit un bouquin, tout ça. Ce que dit Lucchini, est-ce que ça pourrait être utilisé pour les autres comédiennes et comédiens? Oui, je pense par exemple à André Dussolier, qui dit aussi que quand il reçoit le scénario du Beau Mariage, il est très étonné parce il voit des répliques qui pourraient être des phrases que lui-même aurait dites. Et en même temps, sur le plateau, Éric Rohmer ne le dirige pas vraiment. Il parle très peu à ses comédiens il va très peu les reprendre. Il va pas leur dire de jouer comme ceci, comme ça. Euh, Ça revient à l'écoute, je pense, parce que il écrit quand même des scénarios sur mesure, des dialogues sur mesure pour ses comédiens. Donc il sait déjà d'avance comment, pour les avoir observés, ils vont dire les répliques, qu'il n'a pas besoin de les diriger autrement. Et puis aussi, il y a cette idée de pas être un professeur, mais d'être dans la transmission. Il a beaucoup encouragé ses acteurs à faire, notamment à faire des courts-métrages. Vous citez Rosette, mais Rosette, il
l'a beaucoup, beaucoup encouragé à faire sa série des Rosettes que lui-même cadrait. Donc il était complètement dans la transmission. Plus loin, dans ces pages 173, donc là, on est dans la partie photographie. Je vais vous lire un extrait. Voilà, c'est Philippe Rousselot. Alors lui, par contre, il dit: j'ai tout appris de lui. J'ai tout appris de lui. Il suffisait de le regarder travailler. Il a inventé ce qu'on appelle la lumière réfléchie, que tout le monde utilise désormais. Pour obtenir des lumières douces, il a eu l'idée de diriger un projecteur non pas vers les comédiens, mais vers de grandes surfaces blanches sur lesquelles la lumière se réfléchit. Ça ne s'était jamais fait dans le cinéma européen, peut-être une ou deux fois par hasard, mais dans des conditions complètement différentes en Amérique. Raoul Coutard avait l'habitude de renvoyer la lumière sur les plafonds, mais ce n'était pas encore ça. Nestor Almendros, qui a beaucoup travaillé avec François Truffaut, Nestor avait inventé une façon d'éclairer qui n'existait pas à l'époque et qui a complètement bouleversé le cinéma. Je fais partie d'une génération de chefs et opérateurs qui, en France et ailleurs, ont tout appris de lui. Donc de lui, c'est Nestor Almendros, c'est Nestor Almendros plus qu'Éric Romer qui invente directement cette technique de lumière réfléchie dès la collectionneuse en fait, dès la collectionneuse. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué quand il m'a raconté ça, Philippe Rousselot. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant précurseur à ce moment-là en fait, même si c'est vrai que dans les années 60. Les couleurs de la collectionneuse sont vraiment sublimes. Mais oui, c'est vraiment Nestor Almendros qui imagine cette technique-là. Ouais. Et au niveau, il y a toute une partie sur tout ce qui est décor, enfin sur les costumes, etc. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de Romer à ce moment-là, dans ce travail très, très méticuleux sur les costumes, qui finalement a des résonances, ce travail, avec la société contemporaine dans laquelle il vit? C'est quelqu'un qui se documente énormément. Pour le chapitre sur les décors et les costumes, donc je suis allé parler aux personnes qui ont fait des costumes et des décors d'époque, parce que sinon il n'en a pas besoin. Donc, c'est pour ces films historiques. Quand c'est pour ces films contemporains, c'est la plupart du temps les vêtements des acteurs, parce qu'il se met à la place, il les met à la place de leur personnage. Ce serait pas logique pour lui qu'un personnage, par exemple le personnage de Félicie dans le Conte d'hiver, ait 15 tenues différentes, parce que dans la vraie vie, cette femme n'aurait pas 15 tenues différentes. Ça, c'est replacer les personnages dans la réalité. Et il fait pareil pour les films d'époque. Donc, avec Pierre-Jean Laroque pour les costumes, il se documente énormément sur les costumes d'époque. Il fait énormément de recherches. Mais ce qui m'amuse, c'est de voir aussi qu'à la fin, il peut en faire qu'à sa tête, parce que pour Perceval, ça on le voit dans l'entretien avec Michel Pastoureau, c'est-à-dire que Éric Romer va poser des questions sur les couleurs de l'époque, sur les matériaux d'époque à Michel Pastoureau, qui lui dit alors surtout ne mettez pas de violet parce que ça n'existait pas. Et en fait, il en met beaucoup dans le film, donc il prend malgré tout de la liberté, tout en ayant une conscience très aiguë de la documentation. Vous avez, pardonnez-moi, c'est de la cuisine interne, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc vous êtes entre 2021 et 2023, vous conversez. Comment vous préparez, alors vous allez me dire: «Oui, bah, ça dépend de la personne avec qui je serai en face», mais il y a toujours une base qui est, qui est commune à tous ces entretiens. Il y a quand même une base. Après, vous la changez autant que ce mais quelle serait cette base? Comment vous avez travaillé, là, je parle bien de l'entretien, de la conversation. Quelles étaient les questions que vous aviez envie de poser? Pas les questions, pardon, plutôt, l'orientation que vous souhaiteriez adopter dans la manière d'articuler, dans la manière de poser la question? Est-ce qu'il y avait déjà une base commune à tous ces entretiens? D'abord, j'ai écouté et j'ai lu les interviews qui existaient déjà pour ne pas reposer les mêmes questions. En dehors des questions que moi je me posais, j'ai voulu éviter des répétitions. Oui. Et puis pour éviter les répétitions entre les entretiens, au départ,
j'avais un petit peu peur. Je me suis dit: «Mais si je pose des questions» parce que j'avais une obsession, par exemple, par rapport à la direction d'acteur. Est-ce que Eric Rohmer vous dirigeait? Donc j'avais peur d'avoir, en fait, tout le temps la même réponse et je me suis rendu compte que malgré le fait qu'Eric Rohmer avait, quelque part une méthode, heu, en fait, les réponses étaient toujours différentes. Déjà parce que les films sont différents, les anecdotes sont pas les mêmes. Donc j'ai heureusement pu éviter ce problème de répétition. Ensuite, je voyais les films, je revoyais les films où je les voyais, où je les revoyais, donc j'étais nourri par les idées qui naissaient devant telle ou telle scène. Hem, je me posais parfois des questions très précises sur une scène, par exemple technique, par exemple dans Le Beau Mariage quand on voit, 2 comédiennes qui descendent une rue, je me demandais comment l'ingénieur du son avait pu capter ça alors qu'il utilisait très peu de micros cravates et bien pour une des premières fois, il a utilisé des micros cravates sur cette scène. Bon c'est un peu précis comme chose, mais voilà, c'est ce genre d'idées qui naissaient à la vision des films. Et puis ensuite, c'était à eux de me raconter leurs souvenirs. Donc quelqu'un qui tout d'un coup est sollicité pour, se souvenir d'un tournage d'il y a 40 ans, heu, part aussi dans ses pensées, dans ses souvenirs et j'aime bien que vous parliez de conversation plus que d'entretien parce que c'était l'idéal. L'idéal et c'est ce qui s'est beaucoup passé, c'est que tout d'un coup, moi j'ai prévu plein de questions, mais en fait je regarde pas du tout mes notes, je ferme mon carnet très vite et on se met à discuter. Ça m'a finalement, je me suis rendu compte que c'était très romérien parce que lui-même discutait beaucoup avec ses collaborateurs, donc je pense qu'on, hem, il y a un esprit de dialogue et de conversation, qui est assez propre aux romériens, comme il pouvait le faire avec Eric Rohmer. Bon, ça veut pas dire que j'ai fait du tout la même chose, mais c'était un plaisir de dialoguer plus que d'interviewer. Un plaisir de dialoguer plus qu'un. Ouais, non, je comprends parfaitement. Au travail avec Éric Rohmer, pardon, entretien au pluriel avec ses collaborateurs et collaboratrices. C'est édité chez Capricci. Victorien Daou est venu pour nous en parler. Alors, je le dis souvent, on a parlé de 0,001% dans ce qu'il y a dans le livre. Je vais quand même faire quelque chose, c'est important. Je vais quand même nommer les personnes que vous avez, avec qui vous avez dialogué. Je pense que c'est le minimum. Alors, pardonnez-moi pour la prononciation des noms. Peut-être certains, je vais dire n'importe quoi, je sais pas. Il y a Françoise Fabian, Patrick Bouchot, Marie-Christine Barrault, Laurence de Monaghan, Bernard Verlet, Fabrice Lucchini, Ariel Dombal, Pascal Grégory, Rosette, André Dussolier, Mathieu Carrière, Féodore Atkin, Amanda Langlais, Jessica Ford, Emmanuel Chollet, Sophie Renoir, Éric Vieillard, François-Éric Gendron, Florence Darel, Hugues Kester, Charlotte Véry. D'ailleurs, il y a des petits messages très sympathiques d'Éric Rohmer à compte de Charlotte, c'est très beau. Clara Bellard, Judith Chancel, Melville Poupeau, Aurélia Nolin, Alexia Portal, Lucie Russell, Jean-Claude Dreyfus, Cyrielle Claire, Cécile Cassel, ça c'est pour la partie le jeu. Pour la photographie, Philippe Rousselot, Renato Berta, Sophie Maintigneux, Luc Pagès, Diane Baratier. Pour les décors et costumes, Michel Pastoureau, Jean-Baptiste Marot, Pierre-Jean Larocque. Le montage, donc Jackie Rénal, Maria Luisa Garcia, Marie Stéphane. La musique et le son, Jean-Louis Valero, Georges Pratt, Claudine Nougaret, Pascal Ribier. On n'a pas parlé de la musique et le son, alors que c'est fondamental aussi, surtout chez Rohmer, mais bon. Et puis, production, distribution et au-delà, Barbette Schroeder, Margaret Mengoz, Régine Vial, Marie Binet, Françoise Etchegaré. Voilà. C'est édité chez Capricci et dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment, vous avez toutes les informations pour vous procurer ce livre. Merci beaucoup, Victoria Daou, pour votre patience. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous entendre. Comme chez Rohmer. Merci à vous. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.